Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est une rencontre exceptionnelle que nous vous proposons, celle avec le moine bouddhiste français Mathieu Ricard, figure incontournable du bouddhisme depuis plus de 50 ans. Il publie enfin ses mémoires intitulées Carnet d'un moine errant et c'est à la Société de lecture de Genève que nous le recevons. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup d'être avec nous ici à Genève. Vous êtes dans cette ville dans le cadre du programme à ciel ouvert de l'Université de Genève et vous êtes aussi ici pour présenter vos mémoires, un pavé assez lourd de plus de 800 pages. Ces mémoires, elles s'intitulent Mathieu Ricard, Carnet d'un moine errant. Alors on va bien sûr parler de votre vie, mais d'abord une question. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un homme comme vous qui avez passé votre vie à laisser de côté votre ego, d'écrire et de publier ces mémoires? Mais précisément, c'est un peu ce que je dis au début du livre. Ce n'est pas des mémoires ordinaires pour se raconter ou régler des comptes. C'est un témoignage. C'est à rendre hommage à ceux et à celles qui ont inspiré ma vie, qui ont donné du sens à ma vie. Et je me suis dit que mon cerveau vieillissant au grand galop, que ces merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, tout ce qu'elles m'ont apporté, 20 voyages au Tibet, c'est comme si j'avais vécu aussi 20 ans auprès de Socrate. Ces choses-là, il faut témoigner, il faut raconter, et l'idée c'est d'inspirer. Alors je voulais parler le moins possible de moi, mais il faut bien un fil conducteur, donc mon éditeur pousse un petit peu d'un côté pour que je raconte au moins le contexte. Donc c'est uniquement pour donner le fil conducteur de l'histoire, que je raconte un peu ce que je faisais. Mais en gros, c'est dire comment j'ai appris à faire du vélo, ça n'intéresse personne, moi y compris, et me raconter, c'est la dernière chose auquel j'aurais pensé. Et on va en tout cas tirer le fil rouge de votre existence. D'abord, on va le faire en images avec un sujet d'Emmanuel Tagnard. Mathieu Ricard, vous êtes né il y a 75 ans à Aix-les-Bains. Vous êtes le fils de la peintre française Yann Le Toumelin et du philosophe Jean-François Revel. Avec votre sœur Ève, vous vivez une enfance nomade au gré des postes académiques de votre père. À 21 ans, vous vous rendez en Inde pour la première fois. Après votre thèse en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur, vous vous établissez définitivement dans l'Himalaya, à Darjeeling, auprès du grand maître Kangyo Rinpoché. Avec vos 6 mois de salaire au CNRS, vous vivez 15 ans sur place, ne faisant rien d'autre qu'étudier et méditer. À la mort de Kangyo Rinpoché, vous suivez les enseignements de Dilgo Tiense Rinpoché, que vous accompagnez en 1980 lors de son premier retour au Tibet après 30 ans d'exil. Une forte complicité s'établit entre vous, comme on le voit sur cette image où il vous tire affectueusement l'oreille peu de temps avant son décès en 1991. 4 ans plus tard, vous participez à la cérémonie de bénédiction de sa réincarnation, que l'on voit ici dans vos bras en 1997. Votre maître était également l'enseignant du Dalai Lama que vous rencontrez grâce à lui. Vous deviendrez son interprète officiel en français. Donc, ce qu'il demande à la communauté internationale, c'est faites comprendre à la Chine que le problème du Tibet ne s'évanouira pas de lui-même, parce que c'est un vrai problème qui repose sur une répression d'un côté, sur des aspirations légitimes d'un autre, et donc convainquez le gouvernement chinois que le Dalai Lama est sincère quand il ne revendique pas l'indépendance, et qu'il faut que ces deux pays dialoguent. En 1997, vous signez avec votre père, l'académicien Jean-François Revel, aujourd'hui disparu, Le moine et le philosophe, un dialogue traduit en 23 langues, grâce auquel vous accédez à la notoriété. En 2000, vous publiez avec l'astrophysicien Trinh Xuan Chuan, L'infini dans la paume de la main. Suivront ensuite de nombreux succès de librairie, dont en 2016, 3 amis en quête de sagesse avec Alexandre Jolien et Christophe André. Depuis 2000, vous établissez des passerelles entre science et bouddhisme, en participant notamment à des recherches en neurosciences pour étudier l'influence de la méditation sur le cerveau. Il est clair que si on pouvait montrer que l'entraînement de l'esprit, c'est pas simplement une sorte d'idée naïve et d'auto-illusion, mais que ça induit des changements profonds dans l'ensemble du cerveau,
Les gens vont se dire « Ah bon, ça marche, donc ça vaut peut-être la peine de voir un peu de quoi il s'agit ». Vous consacrez l'intégralité de vos droits d'auteur à plus de 200 projets humanitaires au Tibet, en Inde et au Népal, qui bénéficient à 400 000 personnes défavorisées. Votre association Karuna Sechen finance notamment des écoles comme celle-ci au Népal. Construite en 3 mois, entièrement en bambou, elle résiste aux tremblements de terre. La seule chose qui vous fasse quitter votre ermitage, dites-vous, c'est l'action humanitaire. Mathieu Ricard, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images qu'on vient de voir? C'est un joli raccourci. C'est vrai, bon, c'est émouvant de voir mes maîtres spirituels, ma famille, les projets humanitaires. Je découvrais certaines images justement de ces écoles en bambou. Ouais. Et nous en avons construit 9 au Népal et c'est incroyable qu'en 3 mois, vous construisez une école pour 1500 enfants pour l'équivalent de 100 000 francs suisses. C'est un bon retour sur investissement. Et c'était une magnifique aventure qui a été déclenchée par le moine des philosophes, puis ensuite ça a fait boule de neige, et aujourd'hui on aide avec Karuna Sechen 400 000 personnes par an. Votre association humanitaire, si on revient au tout début, Mathieu Ricard, en 1967, vous êtes un jeune homme de 21 ans, vous étudiez les sciences à Paris, vous avez une compagne, vos parents, une sœur, des amis, et pourtant vous partez à 8600 mètres d'altitude. Ah non, quand même pas. Enfin, ouais, à peu près. En tout cas, pour rencontrer en dessous, au pied de 8600 mètres, c'est vrai. Mais en tout cas, pour rencontrer votre premier maître spirituel, vous quittez Paris. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à ce moment-là? Alors, déjà, j'avais 6 mois de vacances entre la fin de l'université et rentrer à l'Institut Pasteur. Et puis, j'étais attiré par la spiritualité en général. J'avais beaucoup lu, grâce à ma mère, Yann Le Toumelin, mon oncle, le navigateur Jacques Le Toumelin, qui lisait tous ses textes sur la mystique chrétienne, le Vedanta, mais un peu sur le bouddhisme, mais pas trop. Et puis, j'ai vu les films documentaires d'Arnaud Desjardins, faits pour la télévision française, où il avait filmé tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise et qui s'étaient réfugiés en Inde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je l'ai vu en cours de montage, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, j'y vais, en gros. Et donc, je suis parti en Inde à l'âge de 21 ans. Et aussi, auparavant, j'étais déconcerté un peu par le fait d'avoir eu le privilège de rencontrer des grands intellectuels, des scientifiques, des musiciens, des explorateurs, des jardiniers, des charpentiers. Et il y avait en gros la même distribution de personnes heureuses, malheureuses, bienveillantes et un peu pleines d'animosité. Donc, si vous voulez, les qualités humaines ne correspondaient pas forcément à des génies particuliers, comme de jouer aux échecs. Voilà. Donc, c'était déconcertant. Modèle de vie, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et puis, quand j'ai rencontré effectivement Kangyo Rinpoche, un des grands maîtres qu'Arnaud Desjardins avait rencontré, là, je me suis dit, voilà, j'ai l'impression d'être devant ce que peut être la perfection humaine. Il y avait quelque chose de cette sérénité, cette force, mais bienveillante, tout dans l'atmosphère, je dirais le parfum qui est dans la pièce, cette tranquillité. C'est difficile à décrire, mais si vous voulez, par exemple, ceux qui, en Suisse, certains d'entre vous ont pu rencontrer le Dalai Lama, c'est des personnes qui font venir le meilleur de vous-même à la surface. Et là, je me suis dit, voilà, là, il y a un chemin, et c'est ça qui peut-être vaut la peine d'être exploré plus avant. Il faut que je relève une phrase qui est inscrite dans votre livre, Mathieu Ricard. « J'avais l'impression de me trouver enfin chez moi au sein de l'existence ». Et cette phrase, vous l'écrivez suite à votre première rencontre avec votre premier maître. C'était ça, l'idée, trouver un refuge peut-être? Il y avait un de mes co-chercheurs à l'Institut Pasteur, qui était un chercheur américain. On s'est retrouvés 30 ans plus tard au sein de cette Mind and Life qui cherchait à réunir des contemplatifs et des scientifiques. Et on s'est dit, à l'époque, nous savions ce que nous ne voulions pas que notre vie soit. C'est-à-dire une vie ennuyeuse, vide de sens, pleine de frustration. Mais on ne savait pas ce que nous souhaitions vraiment qu'elle soit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voudrait vraiment faire dans l'existence. Et c'est ça, en rencontrant des personnes qui, on va dire, le messager et le message, c'est-à-dire qui vivent à chaque instant ce qu'ils enseignent, qui exudent les qualités de cœur, de sagesse. Et là, on se dit, voilà,
si je devenais ne serait-ce qu'un dixième ou un centième de ce qu'est cette personne, pour moi-même comme pour les autres, c'est finalement ce que je peux faire de mieux dans l'existence. Donc là, le sens d'une direction, même si le voyage est long, si vous marchez dans la bonne direction, chaque pas est une joie en forme d'effort. Si vous êtes perdu, combien de jeunes maintenant sont désorientés? Et les parents sont très désolés que leurs enfants ne trouvent pas leur chemin dans l'existence. Mais justement, trouver un refuge auprès d'un maître, ça c'est une tradition bouddhiste, il faut avoir un maître? Il faut. Vous savez, on retrouve ça malgré tout dans l'éducation. On retrouve ça, un musicien, il va faire des masterclass, les classes d'un maître. On va apprendre à naviguer avec un grand marin, à faire de la varap dans les Alpes avec un grimpeur expert. L'expertise se transmet. La différence ici, peut-être, c'est que ce n'est pas simplement de savoir escalader ou naviguer sur la mer, même pendant les tempêtes. C'est que là, il s'agit de vraiment comment cultiver, amener à leur point optimal des qualités humaines fondamentales que sont la liberté intérieure, la bienveillance, la résilience. Donc, disons, si on joue du piano, c'est merveilleux. Si on n'en joue pas, ce n'est pas le drame total dans l'existence. Tandis que si vous êtes malheureux, frustré, acariâtre, arrogant, jaloux, ben, c'est mal parti dans la vie, quoi. Mais aujourd'hui, Mathieu Ricard, votre refuge, c'est quoi? Parce qu'on peut dire, vous allez me dire non, je suis trop humble pour accepter ça, mais on peut dire aujourd'hui que vous êtes un maître spirituel. Non, c'est pas être humble, c'est simplement la réalité. C'est pas une fake news. Mais quel est votre refuge aujourd'hui? Alors que vous avez tellement pratiqué, ça fait 50 ans que, oui, mais que c'est vous pas méditez. grave. Même si le chemin fait 10 000 km, le fait d'être dans la bonne direction, ça, j'ai la conviction. Maintenant, d'être arrivé au but, il y a encore du chemin à faire. Si vous voulez, mes maîtres habitent mes pensées à chaque instant, même s'ils ne sont plus physiquement présents. Les enseignements, les écrits sont toujours présents. Je suis un disciple en chemin. Les fils de mon premier maître sont devenus mes maîtres, même si j'en ai un que j'ai connu, il avait l'âge de 4 ans, parce qu'ils ont développé une sagesse. Et voilà, donc j'ai beaucoup de bonheur à poursuivre mon chemin. Si j'étais tout seul au pôle Sud et qu'il n'y avait pas un seul autre enseignant bouddhiste, je partagerais le peu que j'ai appris. Mais là, voilà, il y a plein de personnes compétentes. Donc, je suis vraiment un disciple. Cet éveil à la spiritualité, vous avez dit quelques mots sur votre mère, Yann Le Toumelin, qui est encore en vie, qui est peintre. Oui. Comment va-t-elle? Alors bon, elle a 98 ans. Donc, alors, à la fois, il reste beaucoup de choses. Elle lit à voix haute 4-5 heures par jour. Elle chante l'Ave Maria de Schubert, des chansons parfois que je n'ai jamais entendues. Mais en même temps, elle me demande qui c'est le plus vieux de nous deux. Elle n'a aucune idée trop où elle est, etc. Donc c'est un curieux mélange. Et puis elle a perdu ses forces physiques, elle ne peut plus marcher. Donc c'est un moment où j'essaie d'être le plus auprès d'elle. On dit dans le bouddhisme que même si on portait notre mère ou notre père sur notre épaule en faisant 3 fois le tour du monde à pied, on ne pourrait pas repayer la dette de gratitude qu'on a envers eux pour être en vie. Et quand elle ne sera plus là, Mathieu Ricard, est-ce que la tentation du retrait définitif dans l'Himalaya, est-ce que ça fait longtemps que j'ai cette tentation, je dois vous dire. Je me demande ce qui serait advenu de moi si je n'avais pas fait le moine et le philosophe qui m'a précipité de nouveau dans le monde occidental. Voilà, je me pose toujours la question, est-ce que je serais dans une grotte, dans un ermitage? Si je lui survis, parce que comme on dit souvent, les vieux modèles, ça tient le coup. À 98 ans, mais bon, ça va. C'est sûr que je viendrai souvent voir des amis, écouter des enseignements ici en Europe, mais en gros, mon idée, c'est quand même d'être dans mon ermitage de 9 mètres carrés, face à l'Himalaya, à 2000 mètres, tranquille. Et voilà, après tout, à 75 ans, c'est une aspiration légitime. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai partagé 2-3 idées. Bon, je n'ai pas été trop nuisible à ceux qui m'entouraient. J'ai essayé de mettre au service toute la compassion que j'ai pu essayer de cultiver par la pratique, de la mettre au service des autres, des plus démunis. Comme je vous disais au début, avec Karuna Session, on aide 400 000 personnes en Inde, et au Népal, et au Tibet, on commence un peu ailleurs. Donc j'ai pas de regrets, j'ai une vie j'étais très fortuné de avoir tous ces merveilleux maîtres, de pouvoir être un peu utile, mourir en paix
dans la sérénité, pas dans un aéroport si possible, mais préférence dans un ermitage. Vous parliez, Mathieu Ricard, du livre Le Moine et le philosophe que vous avez écrit avec votre père à la fin des années 90. C'est le livre qui vous fera connaître en Occident un succès incroyable. Et ce qui est très drôle, c'est que quand l'éditrice est venue vous voir dans votre Himalaya, dans votre ermitage pour vous dire, voilà, je te propose un livre avec ton père, votre première réaction, même si ça faisait 25 ans déjà que vous étiez dans votre ermitage, quelle était-elle? Alors en fait, j'étais au monastère de cette chaîne au Népal, et nous venions juste d'avoir un téléphone, et je reçois un coup de téléphone. Alors j'ai dit, mais attendez, vous rigolez. Jean-François Revel, agnostique, libre penseur, pourfendeur d'idées, dialoguer avec un moine bouddhiste, même si c'est son fils, il ne va jamais accepter. Et puis après, ils m'ont rappelé 15 jours plus tard, mais si, il a accepté. Je dis, oh là là, c'est un problème. Donc je me dis, me rappelant mes antécédents de joueur de foot, je joue sur mon terrain, qu'ils viennent. Et on a fait 10 jours de merveilleux dialogues. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. C'est un livre qui a tellement de succès. Je pensais que c'était un livre puis c'était fini. Et en fait, ça a fait boule de neige. Puis ça vous montre aussi à quel point la notoriété est complètement superficielle, parce que j'étais évidemment la même personne. Je ne suis pas devenu un génie, je ne suis toujours pas. De jour au lendemain, parce que vous êtes à la télé pendant 3 semaines sans interruption. Et les gens vous reconnaissent dans la rue. Mais enfin bon, vous savez bien, donc ça vous... Vous ne dites pas, je suis un type formidable parce que vous n'avez pas changé. Quelle relation vous aviez avec cet homme? Il faut quand même préciser, rappeler que Jean-François Revel, c'était un académicien, un philosophe, un homme qui aimait la bonne chair, qui était polémiste, un homme de presse esprit indépendant. Un esprit indépendant. Quelle relation vous aviez enfant dans votre enfance et un peu plus tard? Alors avec lui? Lui et François Jacob à l'Institut Pasteur m'ont donné le goût de la rigueur intellectuelle. Mon père était incroyablement travailleur, il vérifiait toutes ses sources et il ne disait pas n'importe quoi. Ça serait... Je me demande qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de toutes ces fake news et toutes ces histoires. Donc, il avait des relations très amicales. Il était souvent en poste en tant qu'il était professeur à droite à gauche. Donc, des fois, on le voyait pendant les vacances, les week-ends, pas bon. Mais voilà, il m'a aidé à cette formation intellectuelle. Nous n'avons jamais eu de conflit. Et à partir du moment où je suis parti, il était assez triste que je parte. Il pensait que c'était voué à l'échec. Notamment, je partais avec aucune visibilité matérielle. J'étais une grande insouciance. Ça ne m'a jamais préoccupé. Rétrospectivement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais bon, après, il est venu me voir. Il a vu que je ne fumais pas la moquette. Tout allait bien. Il est venu au Bhoutan. On a fait le livre. Il y a eu une sorte de complicité. Et comme il le disait au début du Moine et philosophe, les seuls nuages qui est passé au-dessus de nos relations sont ceux de la mousson. Mais simplement, je lui donnais des informations sur ce qui se passait au Tibet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, il était un des premiers journalistes français à parler de la question tibétaine. Mais j'évitais les gros sujets de fond parce que, voilà, je ne voulais pas. Je pensais qu'il n'était pas très réceptif. Et c'est grâce à ce livre qu'on a pu dialoguer et bon, aller au fond des choses. Et il trouvait que le bouddhisme avait tout à fait du sens dans notre monde en forme d'art de vivre, ce que les Grecs appelaient la manière de conduire son existence. Et ça, il pensait que ça manquait, que les philosophes modernes essayaient de reconstruire le monde comme si personne n'était passé avant, et que c'était un peu pour cela que le bouddhisme avait un certain attrait, était un peu populaire, c'est parce qu'il offrait une manière de mener bien son existence. On va parler un peu plus longuement de la pratique bouddhiste, Mathieu Ricard, mais d'abord, il faut qu'on aborde un chapitre photographique de votre vie. Vous êtes aussi un photographe passionné, vous sortez un livre aussi en ce moment, un livre de photos. Je vous propose qu'on découvre quelques-unes des images prises par Mathieu Ricard. Votre passion pour la photographie remonte à votre enfance. Vous êtes guidé par André Fatra, grand maître de la photographie animalière, qui suit votre développement photographique depuis vos 15 ans. À 18 ans, vous rencontrez Henri Cartier-Bresson, qui devient un ami proche et qui aiguise votre regard. Depuis votre installation dans l'Himalaya il y a 50 ans, vous photographiez la beauté des paysages, la beauté des êtres que vous croisez et la vie dans les monastères. Je suis là, je vis. Quand il y a un événement ou une lumière ou un visage extraordinaire, je suis là, j'ai que sortir mon appareil qui est vraiment dans mon sac ou pas loin. Et puis après, je le range et puis on n'en parle plus. Votre ouvrage, Un voyage immobile qui vient d'être republié aux éditions de La Martinière, nous entraîne à travers 100 photographies dans l'immensité du paysage de la chaîne himalayenne que vous observez depuis votre ermitage. Vous nous incitez, Mathieu Ricard, à nous émerveiller de cette nature sauvage
aussi grandiose que somptueuse, qui offre un souffle élévateur pour qui prend le temps de la contempler. Votre travail photographique est une invitation à retrouver notre regard d'enfant pour le poser à notre tour sur l'infiniment grand et l'infiniment petit. Vos prises de vue sont des incitations au lâcher-prise, tels des supports de méditation, pour apprécier l'instant présent et percevoir l'interdépendance qui existe entre les êtres et la nature. Mathieu Ricard, ces photos que vous prenez, que vous avez prises tout au long de votre existence, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Est-ce que c'est aussi un moyen de transmettre à l'Occident un peu d'Orient? Si vous voulez, il y a beaucoup d'images de tragédies, de souffrances qui sont nécessaires pour réveiller les consciences, réparer les injustices, pallier les massacres, etc. Mais on tombe un peu dans le syndrome des mauvais mondes. Il n'y a que des tragédies, le monde va mal, l'être humain est mauvais. Donc j'ai un peu pris le parti pris de montrer ce qu'il y a de meilleur chez l'être humain et aussi de l'émerveillement. Donc ça peut être l'émerveillement devant le regard d'un enfant innocent, vieillard édenté qui sourit au Tibet. Et puis l'émerveillement devant la part sauvage du monde, comme vous disiez, parce que l'émerveillement, c'est finalement plus grand que vous. L'ego se dissout un petit peu. Il y a des études très intéressantes en psychologie qui montrent que si vous êtes émerveillé, vous êtes plus altruiste, parce qu'il y a un sentiment de connexion, d'interdépendance. Et puis, donc, ça vous amène à respecter ce qui vous émerveille. Vous n'allez pas détruire la nature qui vous émerveille. Donc, si on la respecte, on veut prendre soin d'elle. Et si on veut prendre soin d'elle, il faut agir. Donc, c'est aussi un message, un peu une contribution positive, disons, à la question de l'environnement, qui est le grand défi du XXIe siècle. Mais justement, quel regard vous posez sur le monde occidental aujourd'hui? Vous avez 75 ans, Mathieu Ricard, ça fait plus de 50 ans que vous résidez en majeure partie en Extrême-Orient, au pied de l'Himalaya et non pas à 8600 mètres. Mais quand même, vous observez le monde occidental. Quel regard vous posez sur... Oui, déjà, on voit aussi que l'Himalaya est noirci, que le troisième pôle, parce qu'il y a 4000 glaciers dans l'Himalaya qui le font plus vite que les deux autres pôles. Et les paysans là-bas, ou les nomades au Tibet, ils voient très bien que la glace ne dure pas aussi longtemps l'hiver, donc ils n'ont pas besoin d'aller écouter ça dans les nouvelles. Donc c'est le grand défi, et pour moi, la seule réponse, c'est la bienveillance, parce que pour à la fois prendre soin d'une mère en Afrique qui ne peut pas nourrir ses enfants dans les quelques jours qui viennent, pour permettre d'avoir des mesures politiques et sociales pour remédier à la richesse, à la pauvreté au sein de la richesse, la justice sociale, et prendre soin, en considération les générations à venir, et pas les trahir ou faire du bla comme dit Greta Thunberg. Il faut avoir de la considération pour autrui. Et c'est le seul concept qui permet de réunir autour d'une même table des spécialistes de l'environnement, des hommes politiques, des décideurs sociaux, et des gens qui s'occupent du moment présent. Mais vous liez dans le livre, et pas que dans ce livre-ci, dans la plupart de vos ouvrages, Mathieu Ricard, le bonheur à l'altruisme. Une question très pratique, presque conso, Mathieu Ricard. Comment est-ce qu'on fait très pratiquement pour devenir plus altruiste? Est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Comment vous apprenez à jouer aux échecs, au badminton, à faire du piano, à lire, à écrire? Vous pratiquez, vous entraînez. Et qu'est-ce qu'on entraîne? Donc, si vous voulez, tout le monde, j'espère, a des moments de bienveillance inconditionnelle pour un être cher, un enfant, même un animal. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Ça dure 20 secondes, puis on fait autre chose. Là, vous cultivez ça pendant 20 minutes, c'est la seule différence, c'est la même chose, mais nourri, cultivé. Si vous êtes distrait, vous y revenez. Si ça décline, vous le ravivez. Vous entraînez votre esprit, vous vous familiarisez régulièrement, de façon répétée, peu, mais de façon répétée, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on change. C'est comme ça que les sciences contemplatives vous disent qu'on devient un meilleur être humain. Les neurosciences vous disent c'est le principe de la neuroplasticité, un exercice régulièrement répété et pas seulement de temps en temps. Donc voilà, il n'y a rien de mystérieux dans cet entraînement de l'esprit qu'on appelle la méditation. Mais ça veut dire que l'éveil du Bouddha, est-ce que c'est accessible à tous? Alors l'éveil est accessible à tous, mais là c'est du boulot. Tandis que avoir davantage de bienveillance, on peut y arriver dès qu'on s'entraîne. On voit la différence en quelques mois, en quelques années, c'est pour sûr. L'éveil, c'est le but ultime, d'éliminer l'ignorance, de développer parfaitement la connaissance, la compassion infinie, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien. En chemin, chaque étape était aussi une gratification. Vous êtes un meilleur être humain,
vous pouvez mieux vous mettre au service des autres. Pourquoi, à 33 ans, Mathieu Ricard, vous avez choisi de devenir moine? Parce que, je l'ai appris dans vos mémoires, vos maîtres étaient mariés, avaient des enfants, et vous avez fait ce vœu-là, ces 4 vœux. Il y en a plus que ça, il y en a 256. En tout cas, vous dites dans le livre, il y a 4 vœux principaux. C'est lesquels d'ailleurs les vœux principaux? Secret d'État. Ah non, c'est de ne pas tuer, de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, de ne pas faire des mensonges sur vraiment ce qu'on a atteint à l'éveil, et le vœu de célibat, de chasteté. Oui. Et ça, c'était pour quelle raison? Pourquoi devenir moine? La raison, c'est que je vivais pratiquement comme un moine depuis quelques années, que c'était plus simple, que j'avais... Si vous voulez, maintenant je m'occupe dans nos écoles, on a 30 000 enfants. Je ne les ai pas enfantés, mais je les aime beaucoup. Simplement, j'aurais jamais mené la vie que j'ai vécue si j'avais la responsabilité d'une famille. Il faut être responsable. Si j'avais une femme et 3 enfants, vous imaginez leur dire écoutez, je pars 3 ans dans un ermitage, alors portez-vous bien, je reviendrai vous voir. Hein. Ça ne marche pas, donc il faut jouer le jeu. Choisir. Donc c'est une liberté pour, en quelque sorte, essayer de poursuivre ce chemin le plus possible et après essayer d'être utile. J'ai essayé au travers de ces actions humanitaires d'être utile. Je n'aurais jamais fait tout ça si j'avais eu, et j'espère je m'étais occupé correctement d'une famille, sans les laisser tomber, j'aurais jamais pu faire tout ça. Une dernière question, Mathieu Ricard. Vous disiez en début d'interview peut-être cette tentation du retrait, ou en tout cas ne plus être sur le devant de la scène dans le monde occidental, dans le monde médiatique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme mot, comme message, peut-être, si c'est une dernière intervention? Le monde médiatique, des fois, on me dit pourquoi vous venez accepter une interview? Je dis vous m'avez demandé. Des fois, on dit c'est un moine hyper médiatisé. Faut savoir. Moi, mon message, c'est que la bienveillance, finalement, c'est la meilleure façon de loin finalement de faire du bien, bien sûr, mais aussi de vous épanouir vous-même. Tout le monde est gagnant. C'est le double accomplissement du bien d'autrui et du vôtre. C'est le plus simple. Vous ne risquez rien, il y a tout à gagner, rien à perdre pour tout le monde. Et que c'est ça, moi, c'est relié à mes maîtres, mais mourir plein d'amour envers tous les êtres. Et quand vous dites que c'est un retrait, quand je suis dans mon ermitage, j'ai un sentiment incroyable d'interdépendance, d'appartenance vis-à-vis des êtres chers. Ce n'est pas une solitude pesante, comme on soit dans les villes où on se sent séparé des autres, même s'il y a beaucoup de monde autour. C'est très délétère, physiquement, mentalement. Là, c'est une solitude choisie pour devenir meilleur et on se sent en harmonie avec l'ensemble. Merci Mathieu Ricard, merci beaucoup d'être venu. Quant à vous, si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez le faire sur nos réseaux sociaux ou à l'adresse fautpascroire@rts.ch.